brouvettes, aliments artificiels. Bonjour Madame Corinne Bouget. Bonjour. Donc nous sommes ici chez vous aujourd'hui pour vous poser de plus amples questions par rapport notamment aux additifs alimentaires et à votre œuvre qui est sortie il y a de ça quelques années. Donc on va d'abord commencer par faire une petite biographie de votre histoire. Vous avez commencé à réagir publiquement aux additifs alimentaires en 2003 suite au carnet Foresight pour la santé des nourrissons sur les colorants. Vous avez ensuite découvert à ce moment-là l'additif E951 qui est l'aspartame et vous avez décidé de réagir en complétant le carnet bleu de Madame Boons avec ce qui nous vaut votre présence ici, votre œuvre, un best-seller sur les additifs alimentaires. Oui. Alors, en tout, ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, effectivement. Donc, la version française a fait 13 éditions en 6 ans, dont 163 000 exemplaires. La version hollandaise a fait 110 000 exemplaires, sans compter les versions espagnoles, italiennes et roumaines. Donc, par rapport à ça, on peut ajouter aussi la biographie de l'aspartame, du moins l'histoire de l'aspartame, qui est exemplaire en soi. On y retrouve tous les processus de manipulation quant aux réglementations alimentaires. Tout a commencé, et vous me corrigez si je me trompe, en 1965 quand un chercheur de la firme Searle trouva la molécule presque par hasard. Oui. 9 ans plus tard, une autorisation se voit demander sur le marché à la Food and Drugs Administration, qu'on connaît sous le nom de la FDA, l'agence chargée de la sécurité des aliments et des médicaments américains. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet, avec une DGA de 50 mg. On reviendra sur cette fameuse DGA. Oui. En 1985, la firme Searle aussi se voit rachetée par Monsanto. Un petit exemple qui n'est pas anodin en soi, qu'on pourra ressouligner par la suite. Il faut noter d'ailleurs que Donald Rumsfeld, alors à la tête de la firme Searle, a pu rejoindre le gouvernement à l'époque et a pu ainsi contrôler, voire écraser le peu de travail objectif provenant de cette même FDA. Donc. Tout a commencé en 1965 lorsqu'un chercheur de la firme pharmaceutique Searle a découvert fortuitement la molécule. 9 ans plus tard, l'entreprise dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée de la sécurité des aliments et des médicaments. En 1981, la FDA homologue le produit sous le nom de NutraSweet avec une DGA de 50 mg. Quel fut le rôle de Donald Rumsfeld dans le processus d'homologation de l'aspartame? Donald Rumsfeld a quitté le gouvernement quand Gerald Ford a perdu la présidence. Après avoir été secrétaire à la Défense, il a été nommé PDG de la firme pharmaceutique Searle. La firme était installée dans la circonscription qu'il représentait lorsqu'il était élu au Congrès, et comme la famille Searle était très influente, elle l'avait soutenu pendant toute sa carrière politique. Il a donc été recruté par Searle. Après l'élection de Ronald Reagan, Rumsfeld a rejoint l'équipe de transition du nouveau président et c'est lui qui a contrôlé la nomination du nouveau commissaire de la FDA. Une fois en place, le nouveau commissaire a balayé le travail des scientifiques de la FDA et a déclaré que l'aspartame était sans danger. I like to do well at things. It's important to me that if you're given an assignment that you try to do it the best you can. Il était payé pour. On va revenir là-dessus. Il a pu de fait aussi rendre légal l'aspartame en la déclarant comme étant sans danger. Tout à fait. On dit alors qu'aussitôt la déclaration de la FDA chapeautée par Rumsfeld fut copiée de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Le FSA, dont on va parler aussi très certainement, homologue européen de la ou SFA, alors situé la DGA du produit à 40 mg par kilo, et ce la même année, en 1985, sur le continent européen. Oui. A noter que la première et seule DGA en Europe fut validée par les mêmes études américaines antérieures hautement controversées. Tout à fait. Donc, aucune étude indépendante européenne n'a malheureusement n'a été faite. À l'époque, non, et vous allez nous apprendre que peut-être que récemment, nous allons en avoir une, pour février 2013. Donc notre première question sera donc, tout simplement, que pensez-vous de cette fameuse DGA, dite dose journalière acceptable, reprise par Diane Benford,
elle-même s'appuyant sur la thèse d'un toxicologue du XVIe siècle nommé Paracelsus, celui-ci évoquant le fait, déjà à l'époque, que toutes les substances pouvaient être des poisons, et que c'était la dose qui faisait la différence entre un poison et un remède. N'est-ce pas là le dogme à la fois ancien et contemporain que le système nous oppose pour promouvoir les additifs alimentaires? Tout à fait. Donc par rapport à cette dose journalière admissible, effectivement, elle est plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est un énorme problème parce qu'en fait, on ne peut pas donner une dose journalière admissible pour un édulcorant comme l'aspartame. La bonne et simple raison, c'est que l'aspartame contient du méthanol. Et donc, si vous voulez, il y a 3 composants dans l'aspartame. Il y a 50% de phénylalanine, qui est un acide aminé très important pour le corps, mais à l'état naturel. Donc, si on prend un steak de bœuf, il y aura 3-4%, il y aura très peu de phénylalanine, mais avec aussi des protéines et d'autres ingrédients qui vont permettre au corps de bien fonctionner. Dans l'aspartame, c'est 50% de phénylalanine uniquement. C'est trop, c'est une inondation de phénylalanine, selon le docteur Roberts, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc cette phénylalanine-là, et c'était prouvé bien avant l'autorisation de l'édulcorant sur le marché, se dégrade dans le corps en DKP, en dicétopypérazine, qui à son tour provoque des tumeurs cérébrales très graves et des fois inopérables. Tout ça c'était prouvé sur des singes et des rats avant l'autorisation de l'aspartame en 81, et on a Searle, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, a falsifié ces études en faisant des autopsies 1 an après, 6 mois après sur ces pauvres bêtes, et en falsifiant les rapports pour quand même autoriser l'aspartame sur le marché. Autant que je sache, Searle n'a jamais conduit les études appropriées pour déterminer si l'aspartame provoque des troubles dans le système nerveux central. Donc tout ça, ça se savait, et donc du coup, il y a, après la phénylalanine, on a 40% d'acide aspartique, c'est énorme. Et là, c'est pas du tout d'origine naturelle. Et cet acide aspartique, lui, est le responsable de la destruction des neurones, parce qu'il va aller exciter les neurones. On appelle ça une excitotoxine. Et le neurone, il explose. Mais c'est pas au bout de 10, 20, 30 ans de consommation. C'est, je répète et je maintiens, à chaque dose. Donc évidemment, les neurones, on en a des milliards dans le cerveau. Pendant des années, on s'est dit qu'on ne les régénérait pas, qu'on n'avait pas moyen d'en refaire. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a des nouvelles sciences qui sont en train d'établir qu'il est possible que le corps puisse en refaire. Donc ça serait une bonne nouvelle, je dois approfondir la question. Mais pendant des années, on a cru qu'une fois que les neurones étaient détruits, c'était détruit. Donc il y a l'aspartame qui en détruit, il y a des métaux lourds, il y a des pesticides, il y a malheureusement aussi un autre additif qui s'appelle exhausteur de goût glutamate monosodique, qui est fabriqué par le même fabricant aujourd'hui que l'aspartame, et celui-là aussi détruit les neurones. C'est prouvé pour l'exhausteur de goût depuis 55 ans environ, et pour l'aspartame, c'était prouvé depuis le début des années 1969, 70, 74, donc on le savait, clairement. Et donc du coup cet acide aspartique lui va provoquer tout ce qui est aussi troubles du comportement, névrose, paranoïa, agitation, TOC, obsession, etc. Et après la dernière molécule qui reste et dont les lobbies n'osent pas trop parler, c'est ce méthanol. Et au niveau, on appelle ça le cheval de bataille de l'aspartame. Et donc le méthanol, c'est 10% de la molécule, ce qui est énorme. Et donc ce méthanol-là, à partir de 30 degrés, il n'est pas stable à la chaleur. Notre corps est à 37-38, ça dépend de ce qu'on fait. Et donc du coup, ce méthanol va se transformer au bout de 30 minutes après ingestion. J'ai bien dit au bout de 30 minutes après ingestion. Et ça, je le sais du professeur Woodrow Monté, qui a écrit ce livre l'année dernière, qui est en anglais, qui s'appelle « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». Et ça, vous avez un livre de plus de 230 pages que sur le méthanol. Après 30 ans d'études sur ces nouvelles maladies modernes liées à l'alimentation, parce que le méthanol se trouve donc déjà dans le tabac quand on fume, parce qu'on respire le tabac qui se dégrade après en méthanol dans le corps. Après, c'est malheureusement, c'est très très bien expliqué dans ce livre, dans tout ce qui est jus de fruits transformés, jus de tomates, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus de pomme, enfin bon. C'est vraiment impressionnant. Et la source la plus dangereuse, c'est dans l'aspartame. Et donc le souci, c'est que cet expert, professeur Woodrow Monté, avait commencé à passer à la télé dans les années 85 pour dénoncer ce problème-là, aux États-Unis, pas en France. Et cette année-là, quand il est passé à la télé, il y a une jeune femme
qui venait d'accoucher quelques mois plus tôt d'une petite fille avec une tête complètement déformée. Elle se serait appelée Joy, et cet enfant est né aveugle et sourde, et elle est morte suite à un malaise le jour de sa naissance. Et donc cette maman a vu le professeur Monté à la télé parler aussi de l'aspartame, et elle avait bu pendant toute sa grossesse 1,5 litre à 2 litres de soda light par jour, déjà en 85, et sa petite fille était morte. Et comme il expliquait que ça affectait la forme du cerveau et que ça détraquait le cerveau, elle a pris la photo de sa petite fille morte le jour de sa naissance, la bouteille vide de Coca Light qu'elle avait bu pendant la grossesse aussi, et elle a demandé d'urgence un rendez-vous au professeur Woodrow Monté déjà dans les années donc 85. Je précise que l'aspartame avait été imposé dans les boissons en 83 et dans les produits secs en 81. Et après cette imposition dans les boissons en 83 aux États-Unis, 6 mois plus tard, j'ai bien dit 6 mois, c'est très bien expliqué dans un film que vous pouvez trouver en français sur internet qui s'appelle Faux sucre, vrai scandale de Corey Brackett. Donc ça c'est une chaîne privée française qui avait repris le film pour le doubler en français, mais ils l'ont amputé de 40 minutes sur 90. Mais c'est déjà mieux que rien. Et dans ce film vous verrez bien les experts qui expliquent que la source de méthanol dans l'aspartame est très dangereuse. Et un ancien expert de la FDA aux États-Unis, il est complètement chauve avec une petite moustache brune, avec une cheminée derrière lui, vous allez voir, et il explique qu'on ne pouvait pas donner de dose journalière admissible à un tel poison à cause du méthanol qui se dégrade après en formaldéhyde et en d'autres sous-produits encore à chaque dose. Il s'agit d'une toxicité subchronique. Ce n'est pas comme si vous sortiez, que vous buviez une bouteille de méthanol et que votre organisme faisait une grave réaction. Là, c'est une longue accumulation de toxines dans l'organisme qui, avec le temps, commence à perturber l'activité normale du cerveau et du système endocrinien, qui est lui-même contrôlé par le cerveau. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, cette maman a rencontré le professeur Monté en 1985 environ, après la mort de sa petite fille, et il ne s'attendait pas à une rencontre pareille. Elle est arrivée dans le bureau en pleurant, en disant « Regardez, j'ai bu 2 litres par jour de soda light pendant ma grossesse, et ma petite fille est morte, je suis sûre que c'est à cause de l'aspartame, puisque vous en avez parlé à la télé il y a quelques jours. » Et il y a une enveloppe qui s'est ouverte, et elle a donné la photo de Joy. Donc c'est impressionnant, c'est pas très beau, Joy aurait à peu près 27 ans, et elle a laissé la photo au professeur qui lui s'est mis à faire des tests, pas sur des humains bien sûr, sur des rats, parce qu'il ne pouvait pas donner de l'aspartame à des bébés. Et là il a passé tout le restant de sa carrière à étudier ça. Et voici la photo de Joy. Je tiens à préciser qu'au mois de janvier cette année, j'ai vu une enfant de 14 ans avec le même problème à la tête, et vivante, tête déformée, un visage pas très beau à regarder, mais vivante, et qui faisait ses courses avec sa mère, qui venait chercher sa recharge de sucrète dans le rayon des édulcorants au mois de janvier. Là. Donc cette femme a été complètement difforme, et elle m'a dit, j'ai vu l'enfant du coin de l'œil, j'ai tourné la tête, j'étais en train de dire ça, et cette femme boitait, elle était en surpoids, elle avait les cheveux abîmés, et elle s'est accrochée à l'étagère comme une échelle pour chercher sa boîte de recharge pour se saisir le courant. Et je lui dis, mais madame, vous mangez ça, vous? Elle me dit, bah oui, ça fait 15 ans que j'en prends tous les jours dans mon café. Et comme ça détruit le cerveau à chaque dose et que ça rend têtu et complètement paranoïaque et des fois très méfiant et agressif, j'ai pas insisté, c'était trop tard pour cette jeune fille. Et ça me faisait vraiment très mal au cœur. Et j'ai dit, mais je suis conférencière sur le sujet, je vous promets que c'est un poison, madame. On se bat pour vous au niveau international pour que ça soit interdit l'année prochaine. Il faudrait arrêter. Et elle me dit, ben, j'arrêterai quand ça sera interdit. Et elle a pris son enfant qui a un gros problème de santé à la tête, et elle l'a dit, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour leur dire, ah bonjour, bonne année, et surtout bonne santé. Je me suis dit, c'est trop tard pour la santé. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai envoyé un email au professeur Woodrow Monté, qui est un ami, pour lui dire, j'ai vu ça. Il me dit, j'en vois plein aussi aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, partout. Et je dis, mais c'est pas possible de laisser faire ça, quoi. Effectivement, tous ces gens sont confrontés à ce même argument, donc cette fameuse dose journalière admissible qui est une aberration. C'est une aberration. Donc du coup, voici, je sais que c'est pas très beau, j'ai montré ça au ministère de la Santé l'année dernière, ils le savent, et donc c'était Joy, avec une tête complètement déformée à cause de ce méthanol, consommé à 2 litres par jour pendant la grossesse. Donc la maman n'a pas porté plainte à l'époque, ça aurait pu changer l'histoire. Mais depuis, le professeur Woodrow Monté a découvert, grâce à une nouvelle loi aux États-Unis l'année dernière, qu'il y a 35 ans, donc une étude qui avait été réalisée sur des femelles des lapins en gestation,
avait prouvé que la consommation d'aspartame pendant la grossesse sur ces lapins avait complètement déformé la tête de leur lapro. Et cette étude a été dissimulée par les autorités sanitaires américaines pendant 35 ans jusqu'en janvier l'année dernière. Et ça, c'est très grave de voir ça. Et donc, du coup, ils ont recherché cette étude et ont prouvé la toxicité de l'aspartame pendant la grossesse. Et en France, en Europe, on n'a pas parlé de cette étude qui a été récupérée. On dispose, je suis donc bénévole pour l'association Mission Possible Internationale, qui a été créée il y a 20 ans cette année par une femme extraordinaire qui s'appelle Betty Martini, que vous voyez dans ce film Faux sucre, vrai scandale. Et Betty Martini a voulu faire le travail des autorités sanitaires américaines qui ne le faisaient plus, parce qu'elle a failli perdre une amie à cause de l'aspartame dès le départ. Et donc elle s'est lancée dans ce combat. Elle a plus de 80 ans, elle passe ses jours et ses nuits sur son ordinateur à aider des milliers de gens. Et elle voyage énormément, elle fait beaucoup de conférences, même à son âge, et elle se battra jusqu'au bout, je crois, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc je suis devenue bénévole en 2004 quand je suis rentrée en France, parce que je cherchais des textes, j'habitais en Angleterre, et j'ai cherché des textes en français sur ce sujet pour aider les Français qui ne sont pas bilingues, et ça c'est un énorme handicap pour les Français. Tout est en anglais, sur toutes les études scientifiques, même sur les OGM, sur les pesticides, etc. Tout est rédigé en anglais, et il n'y a quasiment rien en français. Donc les Français sont tenus loin de tout ça. Vous allez en Angleterre, je ne dis pas qu'ils n'en mangent pas, mais les gens ont entendu parler d'aspartame, surtout depuis 10 jours où il y a eu une émission à la télé là-bas, en plus. Il y a eu un scandale en 2005 là-dessus, en Angleterre aussi. Et quand vous dites aspartame ou glutamate, les gens, ils ont entendu parler. En France, c'est très rare. Il y a pourtant eu une étude qui s'est effectuée avec l'Institut européen Ramazzini, qui a conduit à 2 études sur l'aspartame, publiées en 2005 d'ailleurs, donc c'est assez récent pour le coup, c'est d'ailleurs la dernière en date qu'on a eue. 2005, il y a eu 2016 aussi, il en a fait 3, mais je connais le professeur Morando Sofriti personnellement. Tout à fait. Donc je l'ai rencontré en 2007 la première fois dans le sud de la France où on l'a fait venir pour une conférence. Et il parle anglais et italien et on a échangé beaucoup là-dessus. Surtout que dès sa première étude sortie, l'EFSA l'a dénigré et a fait toute une réunion avec lui au premier rang pour dire que son étude était mal faite. Donc lui il m'a dit je m'en moque, je pars à New York pour recevoir des récompenses pour mon étude. L'EFSA ment, je sais. Et il a réalisé d'autres études par la suite qui ont prouvé que cet édulcorant est cancérigène et peut provoquer des leucémies, etc. Et après, il est même venu en France en janvier 2010 pour une conférence sur l'aspartame. Et après, il a été aussi invité à Bruxelles au Parlement où je l'ai rejoint. C'était une certaine, on va dire, Corinne Lepage qui organisait ça. Et par quelqu'un de Strasbourg, on m'avait invité à participer à cette réunion publique, soi-disant, sur l'aspartame au Parlement. Le professeur Morando Sofriti était là, et il y avait ce fameux scientifique danois qui était invité, que je n'avais jamais vu vis-à-vis. Et quand ce jeune est arrivé, je croyais que c'était un journaliste, en fait c'était le scientifique danois, et qui posait des questions au professeur Sofriti, et je me suis dit, tiens, ça doit être un journaliste, en fait c'était lui. Et en discutant, parce qu'on cherchait tous nos badges, il y avait aussi le docteur Laurent Chevalier, je peux le dire, de Montpellier, qui est nutritionniste dans une clinique et dans un hôpital là-bas et qui a son cabinet, et qui depuis 2007-2008 commence lui aussi à dénoncer l'aspartame en partie, sans tout dire, car il subit des pressions, il me l'a dit au Parlement. Et donc du coup on était tous les 3, et ce jeune Danois, figurez-vous, a eu la lumineuse idée, il y a plus une dizaine d'années, de donner des boissons light à des femmes enceintes, mais pas 4 ou 5, plus de, je crois que c'est 49 000, c'est énorme, au Danemark, pour voir ce que ça faisait. Donc certaines ont mis une canette, d'autres plus, et cette étude n'aurait jamais dû être mise en place, jamais. Parce que les premiers cas de formation du cerveau, donc c'était déjà en 85 aux États-Unis, dans ce livre qui est assez imposant, qui fait 1020 pages, on a des cas des années 88, d'enfants morts-nés ou déformés à la naissance au niveau cérébral. Et si cet expert danois, il y a 10 ans ou 12 ans, avait fait des recherches, il aurait trouvé toutes ces sources. On sait depuis longtemps qu'une consommation importante d'aspartame associée à des hydrates de carbone diminue la disponibilité du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine. Les médias ont beaucoup parlé de la sérotonine ces derniers temps. C'est un neurotransmetteur très important qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur et dans beaucoup d'autres fonctions. L'aspartame est un édulcorant artificiel, un additif. Il est chimique. Ce n'est pas un produit naturel.
La molécule est constituée de 3 composants. 2 sont des acides aminés, les unités structurales de base des protéines. L'un est la phénylalanine, environ 50% de la molécule. L'autre est l'acide aspartique, environ 40% de la molécule. Les 10% restants sont de l'ester de méthyle qui, une fois absorbé, devient l'alcool méthylique, aussi connu sous le nom de méthanol ou d'alcool de bois. Et c'est un vrai poison. Il n'aurait jamais dû exposer autant de milliers de femmes enceintes à de l'aspartame pour voir ce que ça allait faire, c'est du délire. Mais alors peut-être y a-t-il un découragement face justement aux pressions des industries. Votre collègue, le docteur Verrett, a écrit ce livre « Manger peut être dangereux pour votre santé ». Je vous prie de l'ouvrir à la page 96. J'aimerais avoir votre commentaire, car vous travaillez ici depuis très longtemps, n'est-ce pas? Elle écrit « Ce n'est pas que les décideurs gouvernementaux soient corrompus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais leur sens du devoir est constamment érodé par leur contact avec l'industrie et leur souci pour les effets à court terme sur l'industrie plutôt que pour les effets à long terme sur les consommateurs. Partagez-vous ce constat? Non. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Pour revenir, par exemple, au professeur de l'Institut européen Ramazzini, donc le docteur Sofretti, lui-même a déclaré qu'un haut dirigeant de l'EFSA avait admis en privé, que s'il confirmait ses études, des études qu'il avait fait sur des rats, en l'occurrence, sur des femelles, il devrait alors interdire l'aspartame dans les heures qui suivaient. Oui. C'est vrai. Un alto dirigente di EFSA mi disse una volta. Un haut dirigeant de l'EFSA m'a dit un jour, Docteur Sofretti, si nous admettions que les résultats de vos études sont valides, nous devrions interdire l'aspartame dès demain matin. Vous vous rendez bien compte que cela n'est pas possible. Belle révélation qui a été lâchée, entre autres. Oui. On a eu aussi Eric Milston, professeur de politique scientifique, qui a dit tout simplement, s'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance, et puis ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire, peut-être n'avez-vous pas fait une seule erreur, mais plusieurs erreurs, peut-être même que tout le processus est défectueux. Tout à fait. S'ils admettent qu'ils ont fait une erreur, cela entraînera une perte de confiance. Et puis, ils craignent sans doute que cela ouvrira les vannes. Il y a des gens qui risquent de dire « Peut-être n'avez-vous pas fait une seule, mais plusieurs erreurs. Et peut-être que tout le processus est défectueux. » Je connais Eric Milston aussi en personne et c'est tout à fait ce qui se passe. Donc le problème c'est ça, c'est si l'EFSA, il n'y a pas qu'EFSA, hein, il y a l'ANSES aussi en France, maintenant malheureusement, je suis une furieuse contre cet organisme, si ces gens-là avouent que depuis 35 ans, ils ont laissé sur le marché un tel poison qui a provoqué, selon un expert à Barcelone, le professeur Alemani, qui a pu déjà provoquer, je suis désolée, 200 millions de morts dans le monde, c'est énorme. Là, on ne va plus avoir confiance en ces autorités et c'est la porte de Pandore à d'autres révélations pour faire démonter tout le système, ce que je souhaiterais idéalement. Mais forcément, les lobbies étant très puissants et ayant des conflits d'intérêts avec l'EFSA, entre autres, la FDA, etc., ces gens-là vont continuer à mentir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que l'EFSA, depuis une semaine, 10 jours, commence à dire dans tous les médias l'aspartame n'est pas dangereux, avec un raisonnement étourdissant, en se basant sur des études vieilles de 40 ans et payées par le laboratoire américain à la base, CERN, avec la décomposition de l'aspartame, donc le méthanol, le problème de la décétopépérazine, et il se base sur des études de 40 ans qui n'ont pas été indépendantes à la base. Quelles études avez-vous conduites sur l'aspartame? Ma première étude date de 1971 et elle concernait l'acide aspartique, qui n'est pas l'aspartame. L'aspartame est une combinaison de 2 acides aminés, l'acide aspartique et la phénylalanine.
Mon étude a montré que l'acide aspartique détruit les cellules nerveuses comme le fait le glutamate. Ensuite, j'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance? Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail. Et donc maintenant ils disent, voilà, pour se donner bonne conscience, entre guillemets, on va faire une enquête publique. Donc ça, on s'attend que le public français, par exemple, puisse témoigner, dire j'ai ça, ça, ça. Mais quand on a creusé un petit peu avec les bénévoles de l'association en Écosse et en Angleterre, on a réalisé que ces derniers mois, l'EFSA a rédigé un texte de 245 pages qu'en anglais, avec 7000 à peu près lignes, numérotées, et qu'il y a un petit lien internet où on peut mettre un commentaire, mais il faut se référer à des lignes précises du texte de 7000 lignes, donc c'est en anglais, et il faut dire pourquoi, pour qui on travaille, etc., et son nom, son prénom et tout ça, et après on a un petit carré où on peut mettre 3000 caractères pour expliquer son cas. Mais tout ça c'est en anglais, donc les Français ne vont pas pouvoir le faire. Et ça c'est très grave. Donc du coup j'ai réfléchi avec mes amis à l'étranger, avec Betty Martini aussi, et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas laisser les Français dans cet état. Et donc j'ai trouvé un moyen qui va être prochainement sur mon site si ce n'est pas déjà fait. Et donc l'idée c'est que les Français ayant été affectés à différents degrés par ce poison puissent me contacter, m'envoyer un email ou contacter un autre site et faire copier-coller de leur message et l'envoyer à qui? À l'ANSES. L'ANSES en France, que j'ai appelé 2 fois et qui était bien embêté avec mes questions, qui ont rédigé un rapport de 29 pages, que je n'ai pas avec moi mais je peux l'envoyer par Internet, au mois de juin 2012, concernant le rôle des effets des édulcorants pendant la grossesse, donc tous les édulcorants, y compris la stevia, la césultamka, l'aspartame, etc. Ce rapport fait 29 pages, il suffit d'aller à la dernière page pour voir quels lobbies ont participé à ce rapport, quels scientifiques français aussi, ils ne sont pas très nombreux, et on a toute la panoplie des lobbies concernés, dont le fabricant d'aspartame, les boissons, les sodas, etc., qui ont participé à la rédaction de ce rapport de 29 pages. Pour moi, c'est un rapport extrêmement mensonger, et qui parle de DJA, qui parle que les effets sur les animaux, c'est pas comme sur les humains, enfin c'est un tissu de mensonge. Dr. Walton. Thanks, Ron. Good morning, folks. Over the past 12 years, my patients have taught me that aspartame can trigger a wide variety of problems. I believe that in vulnerable populations, it can lead to grand mal seizures, depression, panic attacks. I did a survey of the world's medical literature on aspartame and found 164 fulfilled the criteria for publication in a peer-reviewed journal with clear-cut relevance for issues of human safety. Of the 164, 74 were funded by the industry, that is the aspartame-related industry. All 74 attested to its safety. Les résultats de mon enquête étaient remarquables. Il y avait une corrélation à 100% entre les résultats des études et l'origine du financement. Toutes les études financées par l'industrie concluaient que l'aspartame ne pose aucun problème. Et 100% des études, véritablement indépendantes, concluaient qu'il y avait un problème avec la substance. Comment l'expliquez-vous? Malheureusement, l'argent est très puissant. Et pendant ce temps, on laisse des millions de femmes françaises consommer des chewing-gums pendant la grossesse pour éviter les nausées, prendre des édulcorants pour éviter trop grossir pendant la grossesse. Il y a même des sages-femmes pendant 20 ans en France qui ont conseillé cet édulcorant aux femmes enceintes sans savoir. Je ne jette pas la pierre aux sages-femmes, ni aux médecins qui ont prescrit des centaines de médicaments à l'aspartame à des enfants ou à des personnes toute leur carrière. Non, les responsables, en l'occurrence, on l'a bien compris, sur l'EFSA. Si vous pouvez aussi d'ailleurs, puisqu'on ne l'a pas fait depuis le début, nous préciser qu'est-ce que l'EFSA plus précisément, nous parler aussi du Codex Alimentarius, pourquoi pas, de l'OMS et de tous ces pionniers face à l'EFSA, comité que je vous laisse développer. Alors j'avais sorti un petit magazine tout à l'heure, qui
C'est très grave. Donc du coup, ces gens-là, moi, l'EFSA, c'est très simple. Ils ont reçu un expert en 2008 qui s'appelle professeur Ralph Walton. Non, je sais pas le là. Et donc, le professeur Ralph Walton est professeur en psychiatrie. Et vous le verrez aussi dans ce film Faux sucre et scandale, où en 1985, il a reçu une patiente à l'hôpital qui faisait des attaques cérébrales et des crises de folie, alors qu'elle n'avait pas changé son traitement. Donc il a fait des recherches, et très rapidement, ils ont découvert qu'elle avait changé quelque chose dans son alimentation. Elle voulait maigrir, perdre quelques kilos, et elle s'était pris à prendre du NutraSweet, donc l'édulcorant américain, pour maigrir. Et c'est ces crises qui ont accéléré ces troubles du comportement plutôt graves. Et donc à cause de l'aspartame. Donc là, il s'est intéressé à ça, et à l'époque, les autorités américaines avaient dit on vous proposera de l'aspartame pur pour toute tentative d'expérience si vous le désirez. Donc lui, il en a demandé, et on lui a refusé. Donc il s'est battu, il explique bien dans le film, il a obtenu un petit peu d'aspartame pur par d'autres moyens, et il en a donné à 3-4 personnes volontaires, donc certains patients de l'hôpital et des employés de l'hôpital, dont un médecin et une infirmière. Le problème, c'est que là, c'était de l'aspartame pur, donc c'est un poison. Et donc, dès la première ou deuxième boisson, un des médecins qui prenait part à l'expérience a perdu un œil. Donc, il a eu il a perdu la vue à un œil, il a eu un saignement oculaire assez violent, pour ça tout à l'heure on en parlait. Donc, il a perdu un œil, il a perdu la vue complètement à cet œil-là. Il y a une infirmière qui a eu aussi des saignements oculaires, donc il a tout de suite arrêté l'expérience. Et ça, il en parle très bien dans le professeur Ralph Walton. Et depuis, il a continué pas ses expériences sur l'humain, parce que ça c'était très grave, et il a observé des tas et des tas et des tas de gens qui avaient des pathologies aggravées par l'aspartame, dont maintenant la paranoïa, les tocs, les phobies, les obsessions, les crises de rage, etc. Et moi je suis donc en France, lui il est encore à New York, il exerce encore, il prépare un livre sur tout ce qu'il a appris depuis 85, et des fois je lui envoie un email et on prend un rendez-vous téléphonique parce que j'ai des cas extrêmement graves en France. Et ça va depuis l'année dernière, je suis désolée, mais je dois vous le dire, jusqu'aux gens sous du genre de boisson comme ça, ou sous des gens d'édulcorants comme ça, ou la panoplie entière. Hein, ça peut être des gens qui prennent ça, qui prennent des chewing-gums, qui prennent des édulcorants, puis en plus les boissons. De tout, oui. Donc du coup, vous avez des choses comme ça qui ne sont pas forcément bienfaisantes, mais qui sont bon marché pour des choses comme ça, et qui se retrouvent à consommer de fortes quantités. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Les personnes âgées qui ont pris juste 2 sucrètes par jour dans leur yaourt pendant 20 ans, elles auront des symptômes, mais ce n'est pas des gens qui font du sport à haut niveau, ce n'est pas des gens qui vont prendre du poids, avoir des migraines, on ne va pas faire le lien. Mais ceux qui prennent tous ces produits, plus des fois, je suis désolée, c'est des cas précis que je connais et je peux vous le prouver, qui peuvent prendre, bon ça c'est une nouvelle canette, mais c'est pour coller les stocks peut-être, et donc c'est très grave, et c'est un demi-litre. Hein. Et donc les gens qui vont prendre jusqu'à 1,5 bouteille, 2 bouteilles par jour, ce qui fait 3 litres, ou 5 litres par jour de ça, j'ai des cas en France, des jeunes, hein, les plus atteints c'est les 23-25 ans, là ça devient une addiction. Et là du coup on a des troubles psychiatriques. Et moi j'ai eu des cas sous ces produits en France, des gens qui ne se connaissent pas et qui ont des pulsions criminelles, qui ont envie de tuer, mais ils n'ont pas d'ennemis, hein. Ils ont des envies de tuer des gens sous ça. Donc, la situation, globalement, est très dangereuse à vous écouter. Certainement, et très certainement pour l'aspartame et le glutamate, entre autres, qui tiennent le même rôle que l'alcool et les drogues au point de vue addictif. Tout à fait. C'est voire pire. Je citerai le docteur Russell Blaylock, que vous connaissez personnellement. Si on injectait du glutamate directement dans le cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chats. Oui. Alors effectivement, c'est des paroles qui sont tirées d'un DVD qui est sorti en 2006 et qu'on trouve maintenant sur Internet, qui n'est qu'en anglais. Vous allez sur Internet et vous tapez Nutrition and Behavior du Dr. Russell Blaylock. Et donc c'est une conférence filmée par son fils sur les effets de la nutrition sur le comportement. Donc bien sûr, on ne parle pas dans cette conférence que d'aspartame ou de glutamate, on parle aussi d'alcool, du sucre, du gluten, du rôle du gluten sur le comportement pour les schizophrènes notamment. On parle de tas d'autres produits, des produits laitiers, un petit peu du soja. Et il parle aussi, bien sûr, d'aspartame et de glutamate qui provoquent des troubles très graves du comportement. Et quand il a dit cette fameuse phrase, si on injectait du glutamate dans la partie frontale du cerveau d'une souris, elle deviendrait une tueuse de chat, j'étais choquée. Je me suis dit, là, il exagère. Aux États-Unis, on exagère souvent. Mais en fait, j'ai pu vérifier moi-même
sur des gens que je rencontre des fois lors de mes voyages, les effets du glutamate monosodique, et notamment en 2010, quand je faisais un long trajet en train, en première classe, il y avait une famille qui monte avec 2 petits garçons, donc 11 ans et 2 ans et demi. Et il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans et demi, le cerveau est complètement en pleine croissance et pas du tout protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors qu'un enfant de 11 ans, elle sera un peu plus protégé, et un adulte plus protégé. Ça dépend aussi si l'adulte fait du sport intense, s'il est diabétique, s'il vieillit. Cette barrière devient poreuse avec le temps, sous certaines conditions, et elle ne protège pas de toute façon toutes les parties du cerveau. Donc l'enfant de 2 ans et demi a voulu jouer avec des jouets, des puzzles, des voitures, il était bien. Après j'ai faim, donc la maman a sorti des brioches pour donner à manger des petites brioches. Donc j'ai demandé par intérêt les ingrédients des brioches, ça allait. Donc il n'y avait pas d'arôme, il n'y avait pas d'extrait de levure, il n'y avait pas même pas de glutamate dans les brioches, c'est rare. Et puis à un moment, j'ai faim, et le papa a sorti des timbales en plastique. Je me suis dit, il va sortir de l'eau, du soda ou n'importe. Et à ma grande surprise, il a mis dans la timbale des enfants une poignée de chips aux cacahuètes très connues en France, qui contiennent toutes du glutamate. Là, je me suis souvenu cette phrase sur les souris du docteur Blaylock, et je me suis dit, on va voir ce que ça va faire au petit. Ça va pas le tuer sur le coup, sinon on le saurait. Donc du coup, j'ai observé, j'ai regardé l'heure, j'ai dit on va voir combien de temps il va réagir. C'est passionnant, moi je suis passionnée par ce sujet, le rôle de la nutrition sur le comportement, c'est vraiment un truc extraordinaire. Et donc, 15 minutes plus tard, je dis bien 15 minutes, cet enfant s'est mis à sauter sur le fauteuil, à parler fort, complètement énervé, un petit démon, et la mère n'arrivait pas à le calmer parce qu'il était assis à côté de la maman. Donc là, j'étais impressionnée, mais je n'osais pas trop rigoler parce que le papa était assez corpulent. Et donc l'enfant incalmable, comme s'il était sous électrochoc, il est passé sous la table, il s'est mis debout sur les genoux de son grand frère, et je regarde que c'est vrai, et là il regardait les gens derrière et tout, et d'un seul coup il s'est mis à sauter à pieds joints sur l'entrejambe de son grand frère de 11 ans, qui s'est mis à crier en première classe, aïe mes coucougnes. Et là je me suis dit, mais c'est comme ça. Et le père ne rigolait plus, donc il a pris son petit garçon de 2 ans et demi sur les genoux, il l'a mis à plat ventre pour lui faire un câlin dans le dos 2 fois. L'enfant s'est redressé, il a arraché les lunettes du visage de son père, il l'a jeté par terre. Et là, je me cachais pour rigoler. Donc vous me confirmez qu'il y a un réel rapport entre le comportement et l'alimentation. J'ai vu des tas de fois. Et donc cet enfant était dans un tel état de folie, de colère, c'était un diablotin. Le papa est parti avec son fils énervé dans les 2 wagons, entre les 2 wagons pour pas que ça dérange la première classe. Et la maman était complètement stupéfaite. Donc là, j'ai pris les devants, parce que le père était parti avec l'enfant. Je lui ai dit, excusez-moi madame, je vous donne ma carte. Elle me dit, oui je sais. Je fais, vous ne savez pas, tout à l'heure vous avez donné des brioches à votre enfant, il allait bien. Vous avez même sorti un gel spécial bleu pour enlever le microbe des mains de vos enfants. Mais là, ce que vous avez donné à votre fils, c'est du poison. Des chips de cette marque ne se donnent pas à un enfant de 2 ans et demi, parce que c'est trop tard, elles contiennent du glutamate monosodique. Je suis conférencière sur le sujet, madame, et je sais très bien de quoi je parle. Donc ce glutamate monosodique est un exhausteur de goût qui est en train de détruire les neurones du cerveau de votre enfant pendant 48 heures. Vous n'allez rien en faire à cet enfant, et même ce soir, il ne pourra peut-être même pas dormir. J'ai dit, il ne va pas se calmer comme ça, c'est pas possible. Et ces chips, ça se laisse sur l'étagère du supermarché et ça ne s'achète plus. Je vais vous irez sur mon site pour en savoir plus. Et là, tout le monde écoutait, parce que c'était bon chic, bon genre, moi je travaille à l'hôpital, je sais tout. Non. C'est malheureux de voir un enfant comme ça qui était très sage 15 minutes avant, qui se met dans des états pareils, parce que je sais très bien le mécanisme du passage du glutamate monosodique dans le cerveau, c'est très bien expliqué, et ça suffit de voir ça, c'est plus possible. Donc elle était comme ça, elle a pris mon marque-page, je l'ai mis dans le sac, l'enfant revient avec le père, qui le met debout, il ne faut pas s'asseoir sur le fauteuil, il sort des assiettes et des couverts pour servir de la salade de tomates. Et il dit aux enfants, quand vous aurez fini vos tomates, vous aurez encore des chips au dessert. Je me suis dit, ah non, par pitié. Mais l'enfant était tellement excité et énervé et incontrôlable qu'il n'a même pas mangé 2 tranches de tomates. Il n'a pas fini ses tomates, heureusement, sinon les chips encore au dessert. Mais le père, c'était monsieur assez imposant, je n'allais pas lui expliquer. Mais il n'y a pas de quoi devenir un peu paranoïaque en soi quand on se dit qu'il faut se méfier de tout. À savoir, il y a d'autres exemples aussi, en mettant de côté l'aspartame et le glutamate. Par exemple, il y a le fluor, dont on vante les bienfaits pour la santé des dents. Il y a l'aluminium qui se fait de plus en plus présent dans l'eau, que l'on boit tous les jours. Dans les déodorants. Il y a le BPA, le bisphénol A aussi, qui a été interdit soi-disant récemment, qui a été
Il y a même une campagne télévisuelle qui a été faite à la télé, j'avais rebondi à ce moment-là, très très récemment. Certaines prises de conscience se font. Quelles sont pour vous, quelle est pour vous l'échelle de dangerosité par rapport à tous ces produits? Quel est le plus dangereux? Celui qui, à court terme, pourra le plus nous affecter, par exemple, ou à long terme, dans les deux cas? C'est très simple. Ici, nous avons un des meilleurs livres du docteur Blaylock, qui est malheureusement de 97 et qui voudrait mettre à jour. Donc, c'est Excitotoxine, le goût qui tue. Le docteur Blaylock était un neurochirurgien très célèbre dans le monde entier, sauf en France, et aussi nutritionniste extraordinaire. Et donc, il a écrit ce livre après avoir lu celui-ci il y a plus de 20 ans. Donc, ça, c'est un des meilleurs livres au monde, qui est tout petit, sur le glutamate monosodique du docteur Schwartz. Et quand le docteur Blaylock a lu ça, il s'est dit, c'est pas possible ce que je lis. Et là, on explique bien dans ce livre que le glutamate monosodique agit sur le cerveau comme de la drogue. Il compare ça à la cocaïne aux États-Unis, à la télé, alors qu'en France, on ne dit rien. Et donc, du coup, ils expliquent qu'on en trouve aussi des fois pulvérisés sur les feuilles de tabac, cigarettes. Ils donnent des marques, ils donnent des idées pour reconnaître le nom du glutamate, etc. Donc ça provoque cette addiction et ces troubles du comportement assez violents, chez les enfants particulièrement, et aussi chez les personnes âgées qui ont un cerveau plus fragile. Et donc, j'ai vu une grand-mère en maison de retraite réagir 25 minutes après un bol de soupe au vermicelle avec ce bouillon marron qui sent le glutamate à 10 mètres. Et elle était tout à fait cohérente dans son langage jusqu'à la soupe. Et 25 minutes après la soupe, elle a commencé à traiter le personnel de nom d'oiseau, les autres patients de grossièreté, et à faire une crise de démence au niveau d'une émission qui serait passée soi-disant à la télé. Et j'arrivais pas à la calmer. Donc j'ai commencé à mettre mon grain de sel, comment dire, même si le glutamate ressemble à du sel, et j'ai posé des questions sur la composition du bouillon qu'on lui a donné à manger. Ça n'a pas plu au personnel, parce qu'ils avaient l'impression d'avoir empoisonné leurs patients. Et je me suis fait convoquer par la directrice dans son bureau, qui savait très bien qui je suis, et à qui j'avais confié un dossier sur le glutamate et sur l'aspartame pour le montrer aux gériatres, parce que dans de nombreuses maisons de retraite, on donne encore des édulcorants de table aux personnes âgées diabétiques ou aux gens qui ont encore Alzheimer. Même en hôpital, on leur donne des limonades à l'aspartame, alors que cet édulcorant provoque largement une aberration. Voilà, une aberration. Et ça continue aujourd'hui. Et donc, du coup, dans ce livre, c'est très bien expliqué, dans celui-là aussi, mais le docteur Russell Blaylock aux États-Unis dénonce aussi le fluor depuis longtemps, dans de nombreuses vidéos en anglais malheureusement. Il dénonce aussi la toxicité des vaccins dans d'autres livres qu'il a, et il dénonce aussi la toxicité du soja entre autres, etc. etc. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a une grande connaissance, qui est très connu et très populaire, et qui a pris sa retraite en 2005. Et en fait, il a continué ses recherches après sa retraite, et là, il a découvert encore plus d'informations sur le glutamate monosodique, etc. Et tout ça n'est pas publié en France. Donc le fluor, bien sûr, c'est un énorme scandale aux États-Unis. Il y a des livres, des films, il y a des tas de reportages dessus en anglais. En France, on n'y est pas encore, je suis désolée. Et donc, du coup, pour le fluor, il y a un médecin français qui n'habite plus en France, mais c'est le docteur Bernard Montin, qui a fait un livre chez Très Daniel il y a plusieurs années qui s'appelle Fluor, une erreur majeure. Comment faire autrement? Bon, c'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit assez gros en français, qu'on peut lire rapidement en une journée. Hein. Et là, on apprend que finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait croire, que quand on en donne aux bébés en gouttes, selon les conseils du pédiatre, il y en a encore qui le font aujourd'hui en France, et bien du coup, on fait croire que c'est pour renforcer les futures dents, etc., ce qui est faux. Et le souci, c'est que ça va affecter plus les petits garçons que les petites filles. Et en grandissant, les petits garçons à qui on aura donné du fluor en gouttes ou en comprimé, ou autre, je ne sais plus quelle forme ça a, tout petits, peuvent développer ce qu'on appelle des cancers des os. Je connais un cas en France. Et donc, on ne prévient pas les parents. Donc moi, je fais souvent des ateliers pour de nombreuses familles en même temps, pour des associations. Et quand on fait une conférence le samedi soir, le dimanche matin, on propose des fois de faire un monstre avec les emballages. Là, j'ai des mamans qui m'ont apporté des doses de fluor qu'à donner aux enfants, qui m'ont apporté des médicaments à l'aspartame pour bébé, qui m'ont apporté des colorants qu'elles mettaient dans leur plats préparés, etc. Mais c'est cancérigène. Et donc là, avec tous ces emballages, on fabrique un monstre pour symboliser l'horreur que ça peut représenter. Et pour que, en faisant, les enfants et les mamans viennent m'aider, et en faisant le geste d'aller coller, ça peut être ça peut être un médicament à l'aspartame, ça peut être ça. Eh bien, je le colle sur ce monstre, mais je n'en achèterai plus. Tant pis.
ils n'ont qu'à vendre des produits sains, ils en sont incapables. Donc après, bien sûr, quand on a des experts comme ça qui dénoncent la toxicité du fluor, le fluor malheureusement c'est pas que dans les dentifrices. J'ai vu donc quel autre produit par exemple? L'eau du robinet, certaines sources de soja. Le soja est une plante qui absorbe le fluor des traitements qu'on lui impose ou de l'air, etc. Et donc quand on mange trop de soja industriel, on se retrouve des fois avec plus de fluor aussi. C'est très bien expliqué dans le livre du docteur Bernard Montin qui est en français. Mais en anglais, il y a des livres beaucoup plus complets, il y a des vidéos, il y a des reportages, et là on ne dit rien. Et certains disent aussi que quand on fait chauffer des plats dans des poêles en téflon, il peut dégager aussi des fois du fluor. Et on ne dit rien, quoi. Et donc le fluor, bien sûr, va affecter le corps du consommateur et parfois le comportement, le cerveau, le système nerveux. Mais bien sûr, si vous imaginez qu'il y a des chewing-gums au fluor sans sucre, vendus des fois en pharmacie, donc là vous mâchez un chewing-gum au fluor avec de l'aspartame. Donc évidemment l'aspartame interagissant avec les métaux lourds, donc si vous avez par exemple des amalgames dentaires et que vous êtes fait vacciner avec de l'aluminium et que vous mettez des déodorants à l'aluminium, vous avez ces métaux lourds qui vont dans le cerveau bien sûr, par voie cutanée ou par voie orale, et vous mâchez en plus un chewing-gum au fluor et à l'aspartame. L'aspartame va vous permettre à vous faire intoxiquer plus rapidement aux métaux lourds. Donc mercure des dents, aluminium, des boîtes de conserve, etc., des tas de choses. Hein. Il y en a qui font encore de la cuisine avec du papier alu. Ils ne sont pas au courant. Ou dans des casseroles en alu. Il y en a beaucoup, effectivement. Il y a eu toute une génération de grands-parents qui ont cuisiné avec des casseroles en alu, des tas d'ustensiles en alu. Et donc maintenant, ça se voit moins. Ça commence à être interdit depuis un certain nombre d'années dans les cantines. Mais il y a encore des gens qui vont louer des énormes marmites en alu pour faire des grands événements, et parce que c'est moins cher et c'est plus léger. Et voilà, donc il y a encore des casseroles neuves et des poêles à crêpes en alu vendus et des cafetières, parce que c'est léger, c'est moins lourd et c'est moins cher. Et ça existe encore, il y a encore des usines qui fabriquent ces matériaux-là pour cuisiner. C'est une aberration, parce que au contact de la chaleur, l'aluminium passe dans le plat, la soupe, le gratin, etc. Et il y a encore des cantines, du moins en 2007, quand j'ai été invitée dans une cantine d'un collège, où on servait du chou-fleur béchamel. Donc la béchamel, c'est les sauces farcies au glutamate, avec du chou-fleur dans des immenses plats en aluminium chauffé. Donc là, l'enfant, à la cantine, mange du chou-fleur béchamel au glutamate avec des traces d'aluminium. Comment voulez-vous que ces élèves puissent se concentrer à 14h30 en cours? C'est techniquement impossible. Donc moi, j'ai eu un cas très grave dans les Cévennes, je ne dirais pas le nom du village. J'étais invitée pour faire une conférence pour des élèves de 6e, 5e sur les additifs alimentaires, et arrivé là, quelques jours plus tôt, la prof me prévient qu'il y a trop de violence dans le collège. C'est une histoire vraie, hein, et qu'il n'y aura pas beaucoup d'élèves, ils utilisent leur droit de rétention ou de grève, je ne sais pas. Donc les profs se rassemblent, il y a un nouvel système, pour discuter de la violence dans ce collège et pour demander plus de surveillants. C'est pas ça la solution. Mais bon, ils n'étaient pas au courant. Donc du coup, je dis, qu'est-ce que je fais? Je viens pas. Elle me dit, viens, s'il y a quelques élèves, tu pourras leur parler, et puis sinon, tu parleras au prof. Bon, j'arrive avec mon matériel, tout ça. Et on me présente quelques élèves avec un prof d'anglais qui mâchait un chewing-gum. Donc j'ai avec 8 élèves, bon, ça ne peut-être pas le coup. Et on me dit, attends-nous dans la salle des profs, on arrive, on fait une réunion. Il y avait une dame qui était là, qui est prof d'espagnol. Donc quand vous allez sur Internet et vous tapez Dieudonné, l'institutrice. Ah, mais la sécurité, ah oui, fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, on vit avec. Puis ça commence de plus en plus tôt. 6 ans et demi, c'est parti. Moi, en ce moment, j'en ai un, Mamadou, il s'appelle Mamadou. Mamadou, oui. Oui, pourtant, c'est joli, Mamadou. Hein? Il y a le mot doux dans Mamadou. Ah en ivoirien, ça ne doit pas vouloir dire la même chose. Qu'est-ce qu'il est dur, ce gamin. Oh là là, depuis le début de l'année, il me fait peur. Mais oui, il me donne des coups de pied. Un jour, il me mord comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, ta gueule, comme ça. Sinon, c'est Zizi Cucu à toi. Zizi Cucu, le gamin, 6 ans et demi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai été voir les parents. Hein, j'ai dit, alors, Zizi Cucu, il m'a dit, je sais, on a peur. On y est. Il exagère à peine. On y est. Je suis désolée. Moi, j'adore ce sketch. Je pourrais le regarder tous les jours, j'en rigole encore. Mais on y est. Parce que quand il parle des enfants qui s'attaquent à coups de compas et de ciseaux, on y est. En France, moi j'ai 46 ans pour tout vous dire, et quand j'avais 15-16 ans, au lycée et au collège, il n'y avait pas d'obèses morbides, il n'y avait pas d'épileptique, on ne s'attaquait pas à coups de compas et de ciseaux ni au couteau, il n'y avait pas de revolver, il n'y avait pas d'enfants qui s'entretuaient dans la cour,
ou d'institutrices qui s'y par le feu dans la cour pour protester. C'est arrivé en France aussi, il faut arrêter. Et donc il n'y a pas que les enfants qui mangent ces produits, il y a aussi les profs qui se farcissent au chewing-gum et qui deviennent violents sur les élèves. Et il y a des élèves qui deviennent violents entre eux à cause de ce qu'ils mangent. Mais alors pour expliquer ça à 35 profs qui découvrent le sujet d'un seul coup, j'ai eu du mal. C'est très, très grave. Et cette prof d'espagnol me dit, madame, à côté du collège, il y a un étau. Mais c'est ça, hein. Les enfants vont acheter des chips, à 10h ils mangent des chips dans la cour, à 10h35 des élèves de 6e à 12 ans s'attaquent à coups de ciseaux et de compas et reviennent le lendemain avec des couteaux de la cuisine de leur maman pour s'entretuer. Ça va pas, non? Donc, selon vous, n'est pas arrivé une sorte de point de non-retour, parce que on peut prendre les chiffres par exemple. Il y a à peu près 55% des cancers recensés, d'après des études objectives, qui sont dus à ces fameux additifs alimentaires. Qui sont liés à l'alimentation. À l'alimentation. Il n'y a pas que des additifs qui font des cancers. Les premières études par rapport au lien entre l'hyperactivité, les troubles du comportement et les colorants ont commencé avec l'association Feingold aux États-Unis il y a 35 ans. Donc, dans les années 70, on en a parlé aux éducateurs spécialisés en France de l'interaction entre les colorants sur le comportement des enfants. Puis ça a été enterré sous le tapis parce qu'on a des usines de colorants en France et ailleurs en Europe. Et donc du coup, maintenant on se retrouve avec des paquets de 800 grammes de fausses fraises enrobées de sucre et de colorants. On se retrouve avec des schtroumpfs bleus, des crocodiles toutes les couleurs. Et vous avez les enfants qui sont là, ah maman je préfère les crocodiles jaunes, moi je préfère le rouge. Et c'est visuel ça, le colorant il n'a pas de goût. Et donc du coup l'enfant va se farcir de sucettes qui tachent la langue, ça c'est un poison abominable, avec du E133 qui est un colorant très dangereux, qui est du bleu turquoise. Et donc du coup c'est pour faire plaisir, le colorant fait plaisir à l'œil, mais il ne va pas que sur la langue, il va dans tout le corps et peut provoquer à la langue bien sûr des cancers à plus ou moins brève échéance selon la quantité. Mais aujourd'hui les doses de glutamate sont illimitées dans la nourriture, donc c'est caché dans les arômes, c'est caché dans différents produits. Et l'addiction est instantanée, on finit le paquet de bonbons, on sent mal après des fois, mais on va surtout en racheter parce qu'on s'est dit c'était bon. C'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Il faut comprendre ça. Donc quand je vais voir des enfants, j'utilise l'histoire de Blanche-Neige avec cette nain. On parle de la sorcière, qui sait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est intelligente, machin. Et on arrive quand elle apporte sa pomme empoisonnée. Pourquoi elle mange pas sa pomme? Ah ben parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. À qui elle la donne? À Blanche-Neige. Pourquoi Blanche-Neige la mange? Ben, Blanche-Neige, elle est jolie, mais elle est un peu naïve, elle ne sait pas. Bien sûr qu'elle ne sait pas. Mais Blanche-Neige, elle n'a pas existé. Et donc après, je regarde l'assemblée des enfants, j'en ai vu voir 45, des petits, des 4 ans, 5 ans. Une fois, j'ai fait des 2-4 ans, ils étaient 18, c'était incroyable. Alors, on a fait un jeu, ils ne savent pas lire. Ils ont compris. C'est ça qui est magique. Et donc, je ferme le livre de Blanche-Neige, je dis, Blanche-Neige n'a pas existé. Vous êtes des vrais princes et des vraies princesses pour vos parents. Vos parents vous aiment, ils pensent vous faire plaisir en vous achetant les produits qui sont sur la table, mais nous, on va devenir des détectives d'étiquettes et on va lire les produits de la sorcière Harry Moche, de la sorcière Ferrero, de la sorcière Fridan, de la sorcière Coca-Cola, etc. pour voir ce qu'il y a dedans. Après, vous en mangez ou pas. Et les enfants, ils comprennent comme ça, plus vite que les parents, même à 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Eh bien, on continue. Parce que la simple et bonne raison, vous allez sur internet et sur les chaînes où il y a des vidéos, les sites où il y a des vidéos, et vous tapez enfant au pluriel tube à laisser sur pattes, enfant tube à laisser sur pattes, et vous voyez cette petite vidéo de 5-7 minutes qui a été tournée en 2007 en Australie avec Sue Dungate, qui est une femme extraordinaire qui depuis 21 ans apprend aux enfants dans les collèges, les lycées là-bas en Australie à lire les étiquettes. Et elle a fait plusieurs vidéos là-dessus, dont celle-là qui est assez remarquable et sous-titrée en français par quelqu'un que vous connaissez, il y a 3-4 ans. Et donc du coup, ça permet aux Français d'avoir un peu d'informations, une goutte dans l'océan. Et donc elle va dans une école primaire, c'est pas un collège, c'est une école primaire, elle apprend à tous les enfants à lire les étiquettes. La cantine reçoit une liste d'additifs à éviter, on l'a jamais fait en France, j'insiste et je veux le faire. Et les parents reçoivent une liste d'additifs à éviter. Pas pendant 6 mois, pendant 2 semaines. C'est pas long. Et donc ils s'y mettent, les caméras reviennent à l'école 2 semaines après, tous les enfants